Bonjour, merci beaucoup d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Donc, on est la veille de la reprise des négociations en trilogue. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait faire avec vous un petit peu un décryptage avant cette reprise pour faire le point sur ce qu'on appelle les nouveaux OGM, les enjeux majeurs qui restent en fait sur la table des négociations. Pour la session questions-réponses, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, sur les webinaires, vous avez soit un onglet donc QR, questions-réponses, donc vous pouvez noter en fait vos questions dès à présent, si vous en avez tout au long du webinaire, et on prendra le temps du coup d'y répondre à la fin donc du programme, donc avec les intervenants. Donc on va commencer ce webinaire donc avec Charlotte Labauche, du coup donc qui travaille chez Polynis et qui va nous faire justement un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis les débuts des négociations en trilogue et les enjeux généraux sur les MGT. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? C'est un peu important. Hop. Je sais pas si, hop, je vois pas de message en particulier, un petit. Oui, très bien. Merci, Adrien. Super. Merci beaucoup, Hélène, pour cette introduction. Et du coup, moi, je vais commencer et ensuite Guy Kassler, qui est référent OGM pour la Confédération paysanne, prendra la parole sur la question des brevets. Ensuite, Daniel Lévin, qui est référent OGM pour la FNAB, prendra la parole sur la question de la filière bio et des impacts pour la filière bio de cette déréglementation. Et puis enfin, Camille Dorioz, qui est directeur des campagnes pour Foodwatch, s'exprimera pour parler du point de vue des consommateurs, notamment puisqu'il n'y aura a priori pas de traçabilité ni d'étiquetage jusqu'au consommateur si le règlement est adopté. Donc pour commencer, je vais commencer avec les enjeux généraux de cette proposition de déréglementation. En fait, de manière très concrète, ce que propose cette proposition de règlement, c'est de supprimer les règles qui encadrent aujourd'hui les OGM pour la quasi-totalité des plantes qui sont issues des nouvelles techniques génomiques, qu'on appelle aussi les nouveaux OGM. Et donc, ces règles, quelles sont-elles? Ce sont l'évaluation des risques environnementaux et sanitaires avant la culture et la commercialisation, la traçabilité et l'étiquetage jusqu'au consommateur, l'obligation de publier les méthodes de détection et d'identification des organismes, la clause de sauvegarde, qui est une clause qui permet à un État membre d'interdire la culture d'un OGM sur son sol, quand bien même cet OGM aurait été autorisé au niveau européen. Et puis, enfin, pas non plus de suivi post-commercialisation. De manière générale, cette proposition, elle fait peser des menaces graves avec des effets potentiellement irréversibles à la fois pour notre agriculture, mais aussi notre alimentation. Parmi les risques qui existent, d'abord des risques potentiels sur l'environnement, puisqu'on l'a dit, la quasi-totalité des nouveaux OGM ne seront pas soumis à une évaluation des risques avant leur autorisation. Des risques juridiques qui sont liés aux questions de propriété intellectuelle et de brevets pour les semenciers, les agriculteurs et les sélectionneurs. Avec ces risques juridiques viennent en fait des risques liés à la souveraineté alimentaire, puisque les effets des brevets auront pour conséquence une concentration du secteur semencier, euh, accompagnée d'une augmentation du prix des semences. Et donc, on voit bien là des enjeux à la fois économiques, mais aussi en termes de perte d'autonomie alimentaire et d'augmentation de notre dépendance vis-à-vis de multinationales semencières. Existent aussi, bien évidemment, des menaces pour les filières biologiques et sans OGM. Et puis, enfin, une atteinte grave aux droits fondamentaux des consommateurs, puisqu'on supprime tout simplement le droit à l'information
et la liberté de choisir une alimentation sans OGM pour tous les consommateurs et toutes les consommatrices. Sur la procédure législative, je vais faire un petit rappel de ce qui a été, de ce qui s'est passé depuis la publication de la proposition par la Commission européenne. Donc, le 5 juillet 2023, la Commission européenne a publié sa proposition. Le texte a ensuite été étudié en parallèle au Parlement européen par les eurodéputés et au Conseil de l'Union européenne par les États membres. Il a été voté au Parlement européen en février 2024. La version adoptée par le Parlement européen contient certaines modifications, notamment sur la traçabilité et l'étiquetage et certaines dispositions liées au brevet. On y reviendra un peu plus tard. En parallèle, le Conseil a voté un mandat de négociation en mars 2025, qui est très similaire au texte de la Commission. Et depuis mai 2025, le trilogue a commencé. Donc le trilogue, c'est la période de négociation pendant laquelle le Parlement, le Conseil et la Commission se réunissent pour discuter du texte et trouver un accord. Donc le trilogue a commencé en mai 2025 et demain se tiendra du coup la 4e réunion du trilogue. Et aujourd'hui, les points clés de blocage dans la négociation portent surtout sur les brevets et les critères qui sont dits de durabilité. On reviendra un peu plus tard dans le détail sur ces questions-là. Justement, du coup, là, je vais prendre quelques minutes pour expliquer où on en est dans le trilogue, quels sont les points, faire un point sur les négociations, faire un point sur ce qui a été a priori entériné dans les discussions précédentes et ce qui est encore en discussion. Et avant ça, il me semblait important de mettre en avant un paradoxe qui est au cœur de cette proposition de règlement, mais aussi au cœur des discussions en cours. C'est tout simplement le fait que d'un côté, dans cette proposition de règlement, on revendique le fait que certaines plantes qui sont issues des nouvelles techniques génomiques pourraient être équivalentes à la sélection conventionnelle, aux plantes issues de la sélection conventionnelle ou aux plantes naturelles. Mais en même temps, de l'autre, les entreprises qui cherchent à développer ces plantes revendiquent aussi le droit de pouvoir les breveter. Alors que selon le droit européen, les plantes issues de la sélection conventionnelle, les plantes qui sont produites par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Donc on voit bien une contradiction réelle et profonde qui existe au sein même de ce texte. Concernant les négociations actuelles en trilogue, il y a eu des discussions sur l'annexe 1. L'annexe 1 a un rôle fondamental parce qu'elle décrit les critères qui sont dits d'équivalence. Donc ces critères, en fait, ce sont ceux qui permettent à une plante d'être considérée comme équivalente à la sélection conventionnelle. Et il joue un rôle primordial dans le texte, puisque si une plante répond à ces critères, alors elle est exemptée de toutes les règles qui encadrent aujourd'hui les OGM et que j'ai citées tout à l'heure. Ces critères, ils ont été analysés et critiqués par plusieurs agences scientifiques nationales, dont l'ANSES. Et l'ANSES a notamment noté, d'un côté, le manque de fondement scientifique et le côté arbitraire de ces critères, et de l'autre, le fait qu'il n'y avait pas de lien entre les critères utilisés et le niveau de risque, ce qui est problématique, car ces critères permettent justement à une plante d'être exemptée d'évaluation des risques. Par ailleurs, les possibilités qui sont permises en termes de modification génétique sont extrêmement vastes, que ce soit à la fois du point de vue du nombre de modifications, mais aussi de la complexité des modifications possibles, ou encore du fait qu'avec les nouvelles techniques génomiques, on va être capable d'aller toucher des zones dans l'ADN qu'on n'était pas capable de toucher, de cibler auparavant. En fait, toutes ces modifications permises par ces critères, pour beaucoup d'entre elles, elles ne pourraient absolument pas
se retrouver dans la nature ou être obtenus en sélection conventionnelle. Aujourd'hui, le Parlement, le Conseil et la Commission se sont mis d'accord sur une nouvelle version des critères. Euh, sur, mais pour cette nouvelle version, en fait, elle reprend de manière assez proche la philosophie et l'approche de la version initiale de la Commission européenne. Et en réalité, toutes les critiques de l'ANSES que je viens de citer sont toujours aussi valables pour cette nouvelle version. Cette nouvelle version des critères d'équivalence est toujours aussi problématique. En ce qui concerne la traçabilité et l'étiquetage, pour la Commission et le Conseil, leur position, c'est de dire pas de traçabilité, que ce soit la traçabilité documentaire ou l'obligation, la publication des méthodes de détection et d'identification, et un étiquetage uniquement sur les semences. Le Parlement européen, lui, a voté l'étiquetage jusqu'au consommateur avec une traçabilité documentaire uniquement. Mais aujourd'hui, dans les négociations, a priori, ce qui est en train d'être discuté et ce sur quoi les instances sont en train de se mettre d'accord, c'est a priori pas d'étiquetage à part sur les semences. Et la question de la traçabilité documentaire est encore en discussion, mais c'est très incertain et il est peu sûr qu'elle soit adoptée. Sur la question des brevets, Guy reviendra dans le détail sur ces questions-là. Mais un point que je voulais mettre en avant, c'était vraiment de comprendre que la question des NTG et des brevets est intrinsèquement liée, puisque les plantes qui seront issues des nouvelles techniques génomiques seront brevetées ou couvertes par des brevets. Et les brevets, une fois que ces plantes brevetées seront disséminées dans l'environnement, auront des effets irréversibles. Euh, en termes de ce qui est prévu dans les différentes versions des textes adoptés par les instances, le Conseil a modifié légèrement les dispositions par rapport au brevet en demandant plus de transparence sur les informations relatives au brevet, mais c'est un dispositif qui n'est pas contraignant, les informations ne seront pas vérifiées, cela dépend vraiment du bon vouloir des entreprises du secteur privé. Euh, et en fait, ça ne résout rien concernant les problématiques pour les agriculteurs et les semenciers. Et par ailleurs, le Parlement européen avait adopté une disposition de non-brevetabilité pour les plantes issues des nouvelles techniques génomiques de catégorie 1 et une restriction de la portée des brevets qui allait dans le bon sens, même si elles étaient incomplètes. Mais en réalité, aujourd'hui, dans l'état actuel des négociations, les préoccupations et les risques qui sont soulevés par le Parlement européen ne sont pas pris en compte dans les discussions. Et la posture de la Commission et du Conseil de l'Union européenne, c'est de se rattacher à des principes de droit existants en disant qu'il n'y a pas de problème, alors qu'en réalité, en pratique, il y a des problèmes et des risques réels qui sont associés à ces brevets. Euh, Ensuite, le dernier point, ce sont les critères de durabilité. Donc, les critères de durabilité, ce sont des critères qui pourraient conditionner l'accès à la catégorie 1. Il y a deux dispositifs qui sont discutés aujourd'hui. Des critères qui sont dits positifs dans le sens où une plante devrait remplir ces critères pour pouvoir accéder à la catégorie 1, et des critères dits négatifs dans le sens où une plante qui remplit ce critère ne peut pas obtenir le statut de catégorie 1. Aujourd'hui, a priori, le dispositif qui est discuté et qui est favorisé, c'est l'utilisation de critères négatifs, donc notamment l'exclusion par exemple, d'un trait de tolérance aux herbicides. Donc de dire que si une plante est tolérante aux herbicides, alors elle serait exclue de la catégorie 1.
Donc, a priori, c'est cette approche qui prime aujourd'hui dans les négociations. De manière générale, nous, notre approche est très précautionneuse vis-à-vis de ces critères qui sont dits de durabilité, puisque une plante ne peut de toute façon pas être durable à elle seule. C'est le système agricole et le système agraire d'une ferme qui est résilient et durable en tant que tel et qui comprend les conditions locales de production, les semences utilisées, la biodiversité locale, la qualité des ressources présentes. Et donc, tout ça, nous, en fait, on voit surtout une tentative de greenwashing et de dire, en fait, voilà, on a négocié des critères de durabilité et pour par ailleurs en fait prétendre que les négociateurs ont obtenu des choses sur la durabilité euh, et au détriment en fait d'autres dispositions très importantes, notamment sur les brevets, la traçabilité, l'étiquetage. Je m'arrête ici avec une conclusion juste pour dire que ce qu'on voit, c'est un accord bancal et précipité qui va faire courir des risques majeurs et irréversibles pour notre agriculture et notre alimentation. Et maintenant, on va passer la parole à Guy Kessler, donc, du coup, qui est référent en GM pour la Confédération texane, qui va balayer donc les risques liés au brevet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En introduction, je dirais que l'objectif de l'industrie semencière, alors, essentiellement des très grosses entreprises de l'industrie semencière, à savoir les multinationales, qui poussent très fort à l'adoption de cette nouvelle réglementation, il est très simple. Le premier objectif, c'est de vendre des OGM à des consommateurs qui n'en veulent pas. Là-dessus, je laisserai les représentants des consommateurs s'exprimer et notamment sur les risques sanitaires et environnementaux que Charlotte a évoqués. Mais le deuxième objectif, dont on parle beaucoup moins, c'est de confisquer avec les brevets sur ces procédés et sur les produits issus de ces procédés la totalité de la diversité biologique cultivable et qu'elle soit cultivée et sélectionnée par des agriculteurs. Je rappelle que aujourd'hui, c'est près des 2 tiers de la consommation alimentaire au niveau mondial qui est issue de semences paysannes ou de semences traditionnelles, et non pas des semences de l'industrie. Et par ailleurs, de contrôler l'ensemble de la filière semencière, dans la mesure où la très grande majorité des semenciers au niveau européen, mais c'est pareil au niveau mondial, ne jouent pas dans la cour des brevets et donc vont trouver petit à petit que les semences qu'ils ont sélectionnées et qu'ils commercialisent sont sous la dépendance des brevets de ces quelques multinationales. Elles sont 5 ou 6 au niveau mondial, elles ne sont pas beaucoup plus à jouer avec ces nouvelles techniques génétiques. Alors, d'où vient ce problème? Il faut revenir au moins 20 ans en arrière avec l'adoption de 2 directives européennes. La première sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques en 1998, la directive 98/44, qui a été adoptée à une époque où il n'y avait aucune difficulté de distinguer une plante issue de nouvelles techniques génétiques, à l'époque c'était essentiellement la transgénèse, de toute plante issue de sélection traditionnelle. Donc le débat n'a pas été enclenché pour rendre obligatoire la publication des procédés de détection et d'identification des plantes issues des techniques brevetées. Et cette directive a été complétée en 2001 avec une autre directive, la directive 2001-18,
sur les OGM. À l'époque, on parlait essentiellement d'OGM transgéniques et il est relativement simple d'identifier un transgène, même quand il n'est pas déclaré. Enfin, ça a quand même pris 2 ans après 2001, avant la publication des règlements d'application de cette directive. Ça a pris 2 ans pour que les procédures réglementaires de détection et d'identification des OGM non déclarés puissent être publiées et donc qu'on puisse appliquer cette directive. Un transgène, ça se voit dans une plante dès lors qu'on maîtrise quelques techniques de séquençage génétique ou autres. Ce qui est nouveau avec ce qu'on appelle les nouvelles techniques génétiques, qui sont des techniques génétiques du même type que la transgénèse. Et d'ailleurs, la 2018 ne se limitait pas à la transgénèse, hein. Elle citait largement d'autres techniques, d'ailleurs, n'utilisait même pas le terme transgénèse. Avec ces nouvelles techniques, on prétend, c'est ce que dit la Commission, c'est ce que dit l'industrie, que les plantes issues de ces techniques seraient semblables à des plantes issues de sélection traditionnelle. Ça veut dire que des plantes brevetables sont semblables à des plantes non brevetables. Alors, je souligne le vocabulaire. Ils sont prudents, ils ne disent pas identiques, ils disent bien semblables. Ça montre bien qu'il y a une différence. Et ils prétendent qu'il est absolument impossible de les distinguer de plantes issues de sélection traditionnelle, alors même que déjà plusieurs études scientifiques ont été publiées, dont une commandée par la Commission, montrant qu'on peut effectivement les détecter et surtout les distinguer de plantes issues de semences traditionnelles. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mais la directive de 98, elle dit que la protection d'un brevet, alors c'est du langage juridique sur une matière biologique, bon, ça peut être une protéine, ça peut être tout ce qu'on veut, s'étend à toutes les plantes qui contiennent cette matière biologique et expriment sa fonction. De la même manière, les brevets portant sur une information génétique, on ne sait pas trop ce que c'est encore, l'information génétique au niveau international, à la Convention sur la diversité biologique, au traité sur les semences, il n'y a toujours aucune définition juridique de l'information séquentielle numérique ou information génétique. Ils ne savent pas, les semenciers savent de quoi ils parlent, parce qu'ils l'utilisent pour porter les brevets, pour défendre leurs brevets. Que la portée d'un brevet sur une information génétique s'étend à tous les organismes qui contiennent cette information génétique, disons une séquence génétique, et exprime sa fonction de tolérance à une maladie, à un insecte, à un herbicide ou autre. Mais si les plantes issues de nouvelles techniques génétiques sont semblables à des plantes issues de sélection traditionnelle, paysanne ou même des petits semenciers, mais la portée des brevets sur quelque chose qui est semblable va s'étendre à ces plantes traditionnelles issues de sélection paysanne ou traditionnelle. Et là, on nous dit, à condition qu'ils soient issus de l'invention brevetée. Tout le monde se sent sécurisé quand on se contente de lire le texte de la loi, le texte de la directive. Mais il faut voir comment ça se passe dans le monde réel. Si un agriculteur ou un semencier qui n'utilise pas les brevets est poursuivi en contrefaçon pour utilisation de l'invention brevetée parce que dans ces semences traditionnelles, il y a un gène ou une matière biologique qui est semblable à celle qui est brevetée et qui exprime sa fonction. C'est à lui de prouver qu'il n'a pas utilisé l'invention brevetée. Et s'il ne détient pas les procédures techniques permettant de détecter et surtout de distinguer
la plante brevetée, d'y distinguer l'information génétique ou la matière biologique brevetée de ce qui est issu de ses propres sélections, eh bien, il ne peut pas se défendre contre la poursuite en contrefaçon. Et si en plus sa récolte est saisie, si on lui interdit de vendre ses semences, bon, mais il fera assez rapidement faillite. Donc, l'élément essentiel qui aujourd'hui ne se trouve pas dans cette nouvelle réglementation, alors même que le Parlement européen l'a proposé, c'est l'obligation de publier ces procédures de détection et d'identification des produits issus des nouvelles techniques génétiques. Mais ça, il y a un blocage complet du côté de l'industrie, du côté de la Commission et du côté d'une grande partie des pays au niveau du Conseil européen. Surtout derrière ce qu'on appelle les pays semenciers, à savoir l'Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas, qui abritent ces industries de biotechnologie. Donc, quelles que soient les conclusions qui sortiront des débats qui auront lieu demain, et ça m'étonnerait qu'ils se terminent demain, parce que ce problème aujourd'hui, c'est là-dessus qu'ils n'arrivent pas à avoir un accord au niveau du trilogue, alors même que quand on a commencé à en parler il y a 3 ans, on nous disait que ça n'existait pas, ce problème. S'ils ne le résolvent pas, de toute façon, ça se résoudra dans le monde réel, dans le monde économique, parce que ce n'est pas possible que 3 ou 4 multinationales, bon, disons peut-être une dizaine aujourd'hui, il y en a d'autres qui s'intéressent à ces nouvelles techniques génétiques, contrôlent non seulement l'ensemble des semences existantes sur la planète, y compris les semences issues de sélection traditionnelle non brevetables, mais à partir de ce contrôle-là, contrôlent toute la chaîne alimentaire. Parce que les distributeurs, les transformateurs, ils seront aussi sous le coup de ces brevets. S'il y a une contrefaçon qui n'a pas été identifiée au niveau de la culture agricole, ben, ça sera identifié dans les rayons des supermarchés ou chez les transformateurs. Et à ce moment-là, ils devront se plier aux exigences de ces quelques multinationales. Voilà, je m'arrête là-dessus et je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Guy. On répondra voilà, aux questions à la fin. Il y en a déjà une qu'on a mis de côté, donc on l'a bien pris en compte. Donc maintenant, on va passer la parole à Daniel Evin, qui est référent OGM pour la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc, qui va nous parler justement des risques pour la filière biologique et les filières sans OGM. Oui, bonjour. Donc, Daniel Evin, je suis agriculteur bio dans l'Essonne, producteur maraîcher et en céréales. Je voudrais commencer d'abord par un petit préambule pour rappeler que les produits dont on parle et les techniques qui sont utilisées sont contraires aux principes de l'agriculture biologique, notamment parce elles ne respectent pas l'intégrité de la cellule et que les techniques qui sont mises en œuvre pour produire ces nouveaux OGM à partir de ces nouvelles techniques sont identiques à celles qui ont été mises en œuvre lors de la transgénèse. Donc souvent, on nous parle de techniques naturelles, on reproduit ce qui se fait dans la nature, mais je le rappelle que ce n'est pas du tout le cas et que les produits qui sont issus de ces techniques, de ces nouvelles techniques génomiques, sont bien des OGM. Et la Cour de justice de l'Union européenne l'avait bien rappelé en juillet 2018. Et nous, en agriculture biologique, nous n'avons pas la possibilité et nous ne souhaitons pas utiliser des OGM dans nos productions. Je voudrais aussi rappeler que la consommation en bio, après avoir passé une période de crise, on va dire en 2023, est en train de repartir de manière assez importante. La confiance est là de la part des consommateurs. Ils ont confiance dans notre agriculture biologique.
Et la confiance, elle est liée principalement bon, à la qualité des produits, au fait que nous respectons l'environnement, l'absence de pesticides de synthèse dans nos productions, mais aussi à l'absence d'OGM. Et nous tenons absolument à maintenir cette absence d'OGM dans nos productions, car c'est un élément important de la confiance des consommateurs. Et les consommateurs ont clairement le droit de choisir leur alimentation et nos consommateurs enfin, nous leur affirment régulièrement qu'ils ne veulent pas de produits issus de NTG, pas de nouveaux OGM dans la bio, pas d'OGM tout court, mais encore moins de nouveaux OGM, quoi. Nous, en agriculture biologique, aujourd'hui, on nous dit que ces nouvelles techniques sont absolument nécessaires face au changement climatique et autres. Et moi, je voudrais bien l'affirmer ici que nous n'avons pas besoin de ces nouvelles techniques pour nous adapter au changement climatique. On le montre tous les jours que on arrive à produire en agriculture biologique avec les techniques que l'on utilise actuellement, qu'il existe des techniques de sélection traditionnelles qui sont mises en œuvre depuis relativement longtemps maintenant, et ces techniques ont fait leurs preuves. Ces nouvelles techniques, quand on creuse un petit peu, ce qui nous est réellement affirmé, c'est qu'elles permettent tout simplement d'aller plus vite pour faire la sélection, mais nous, on n'a pas besoin d'aller plus vite, on a besoin d'aller de manière plus sûre vers des produits adaptés à nos productions. Et aujourd'hui, les techniques traditionnelles le permettent amplement. Et les discussions actuelles qui portent sur, tout à l'heure Charlotte en a parlé, sur les critères de durabilité des NTG, comme Charlotte l'a rappelé, la durabilité, ça n'a rien à voir avec des critères. L'agriculture biologique est est une agriculture durable, et c'est le fait que l'on mette en œuvre différentes techniques qui permettent d'affirmer que nos pratiques sont des pratiques durables. Et je vais prendre un exemple, par exemple, sur la résistance aux maladies. Avant d'être sélectionneur, moi j'ai travaillé avant d'être agriculteur, pardon, en bio, j'étais sélectionneur de colza pendant une dizaine d'années, et notamment je travaillais beaucoup sur la résistance aux maladies et autres, et sur l'espèce colza. Et on avait mis au point une variété de colza qui était résistante à une maladie, le FOMA, qui était assez problématique en France. Et tous les agriculteurs, donc on pourrait considérer que la résistance à une maladie est un critère de durabilité. Et tous les agriculteurs se sont précipités vers cette variété qui a eu un grand succès commercial parce qu'elle avait une résistance à une maladie. Mais comme tous les agriculteurs ont utilisé la même variété en même temps, la durabilité n'a pas réellement fonctionné puisque la résistance a été très rapidement contournée par le parasite, qui était un champignon en l'occurrence. Et donc, du coup, ce critère n'était pas du tout durable. Lorsqu'on nous présente une résistance à une maladie comme un critère de durabilité, ce n'est pas la réalité. La réalité de la durabilité, c'est vraiment l'ensemble des moyens qu'on va mettre en œuvre pour qu'une agriculture puisse rester durable. Mais ce n'est pas un critère à lui seul qui peut être durable. C'est bien une forme d'agriculture. Euh, pour poursuivre ce qu'a dit Guy sur les tests de détection, en agriculture biologique, nous, on a besoin de prouver à nos consommateurs et de s'assurer, puisque nous n'avons pas le droit de mettre en œuvre des OGM, de s'assurer qu'on ne met pas en œuvre des OGM, qui soient de la transgénèse ou de ces nouveaux OGM issus des NTG. On a besoin d'être sûr qu'on ne met pas en œuvre d'OGM et puis de montrer aux consommateurs qu'il n'y a pas d'OGM dans nos productions. Donc, on a absolument besoin de tests de détection pour montrer, pour d'abord faire des analyses sur les semences, faire des analyses sur nos productions, pour garantir aux consommateurs qu'il n'y ait pas d'OGM dans nos productions. Euh, Actuellement, il n'y a pas de test de détection. Donc, si on n'a pas de test de détection, on sera dans l'incapacité de prouver qu'il n'y a pas d'OGM dans nos productions. Donc, ce test de détection sont absolument nécessaires pour montrer l'absence de contamination dans les semences, soit celles qu'on achète, soit celles qu'on produit, parce qu'il faut rappeler qu'en agriculture biologique, il y a beaucoup d'agriculteurs qui produisent leurs propres semences. Donc, vous pouvez imaginer que si vous produisez vos semences de maïs, qu'un de vos voisins cultive un maïs à proximité de votre champ, mais
qu'il ne déclare pas que c'est un NTG, que vous ne le savez pas, vous ne savez pas quel est le caractère concerné. Si vous produisez vos semences dans votre champ et que vous les réutilisez derrière, vous pouvez être très fortement contaminé sans le savoir. Et donc, contaminer le travail de toute une vie, mais par exemple en sélection, et puis surtout commercialiser des OGM, quoi. Il peut y avoir aussi des contaminations des productions, donc soit par le pollen, soit par des graines de champs voisins, mais principalement par le pollen. Les cultures les plus problématiques sont bien évidemment le maïs, le tournesol et le colza, qui sont fortement sujettes à contamination par le pollen. Donc, si on n'a pas de test de détection, on sera dans l'incapacité de garantir une absence d'OGM dans nos productions. Et puis, il a été beaucoup parlé également aussi de tests, enfin, d'indiquer sur les sacs de semences le fait que, elles comportent des NTG ou pas. Et je pense qu'il est important d'affirmer qu'il faut que ça ne soit pas uniquement sur les sacs de semences bio, parce que c'était ce qui a été affirmé à un moment donné, mais c'est sur l'ensemble de la filière, notamment parce que en agriculture biologique, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont amenés, par manque de disponibilité d'offres de semences biologiques, qui peuvent être amenés à utiliser par dérogation des semences non traitées. Donc, si on n'a pas l'information sur les semences issues de l'agriculture conventionnelle, mais non traitées après récolte, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont parfois, par dérogation, qui peuvent utiliser ces semences-là. Donc, il faut aussi absolument avoir cette information sur ce type de, de production. Et enfin, dernier élément, qui est extrêmement important pour nous, c'est de définir des règles de coexistence pour éviter les contaminations. Et actuellement, il n'y a rien qui est mis en place sur les règles de coexistence pour éviter les contaminations des productions des agriculteurs et également, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, éviter les contaminations des semences paysannes produites par les agriculteurs. Voilà, Hélène, j'ai essayé de faire un petit peu vite, je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Merci beaucoup, Daniel. Du coup, alors, on va conclure justement et on va donner la parole à Camille Dorius, qui est directeur de campagne pour Foodwatch, qui va nous faire un petit tour d'étape des risques pour les consommateurs avec la menace que ça représente sur le droit à l'information et la liberté de choisir son alimentation. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous. Je vais faire, on va dire, assez vite. La plupart des discussions techniques ont eu lieu avant et ont été parfaitement présentées. Je tiens à appuyer plusieurs points côté consommateur, qui est en fait déjà une volonté des Français de vouloir cet étiquetage. Je retrouvais assez facilement ces dernières années des sondages qui ont été commandés par des ONG comme France Nature Environnement ou comme Greenpeace, avec plus de 90% des Français quand même favorables à l'étiquetage de ces nouveaux OGM sur l'intégralité des produits. Il y a une vraie demande de transparence de la part des consommateurs et auquel il faut répondre. C'est surtout aussi, en fait, en plus d'une demande, c'est aussi quelque chose qui est inscrit en fait dans la réglementation européenne, dans la réglementation INCO, qui en fait oblige les transformateurs, les distributeurs, les industriels à informer correctement le consommateur sur ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Et c'est bien là le problème en fait quand on voit que la traçabilité et l'étiquetage pourraient être, on va dire, mis de côté, on va dire balayé d'un revers de main parce que des critères de durabilité auraient été définis et protégeraient, entre guillemets, les consommateurs, mais ils ne protègent pas malheureusement le droit de choisir des consommateurs. Les consommateurs ont le droit aujourd'hui et la liberté de choisir ce qu'ils veulent quand ils le peuvent, évidemment, quand ils ont l'argent pour le choisir à l'intérieur des supermarchés. Ils achètent ce qu'ils ont envie et à partir du moment où on leur prive d'informations, on leur prive de cette liberté. Et c'est ça aujourd'hui que je tiens à rappeler et qu'on essaye de faire passer aussi comme message aux différents eurodéputés français, comme Monsieur Pascal Canfin, qui siégera dans le trilogue de demain. On veut lui dire et lui rappeler que le Parlement européen, en 2024, a voté très clairement en fait cette ligne rouge de la traçabilité et de l'étiquetage et qu'on veut aujourd'hui qu'il tienne cette ligne, qu'il la tienne
par respect du mandat qui a été donné au Parlement européen, mais aussi par respect en fait de la volonté des consommateurs français et françaises qui veulent largement cet étiquetage. Je tiens aussi à rappeler que au-delà de la filière bio, il y a aussi un certain nombre de filières qui sont aujourd'hui des filières qui ont passé totalement sans OGM dans la nourriture des animaux. Je pense au comté, au roquefort et à d'autres AOP et IGP qui prônent d'être l'excellence de l'agriculture française. Comment feront-ils aujourd'hui pour démontrer aux consommateurs qu'ils n'utilisent pas ces OGM? Je pense aussi à toutes ces allégations qu'on voit sur tous les produits aujourd'hui qui marquent nourris sans OGM, sans OGM à l'intérieur du produit. Comment vont-ils faire aujourd'hui pour prouver ça s'il n'y a pas de traçabilité, s'il n'y a pas d'étiquetage en fait de ces nouveaux OGM et surtout s'il n'y a pas de capacité à vérifier ces allégations? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de test pour vérifier si les produits sont ou pas des nouveaux OGM, les États membres ne pourront pas mettre en place cette traçabilité, ne pourront pas vérifier que les entreprises aujourd'hui font réellement le travail et mettent en place cette réglementation. Et ça, c'est un autre point extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas oublier que si cette réglementation est une décision européenne, son implémentation, elle, est au niveau national et la DGCCRF et la DGL seront bien embêtés de devoir faire toute cette traçabilité uniquement sur papier, du coup sur la bonne foi des industriels et la bonne foi des personnes qui font de l'import-export, mais du coup ne pourront pas tester les produits, vérifier qu'il n'y a pas fraude ou tricherie par un certain nombre de personnes. Et là, on a un autre problème, c'est que comment mettre en place une réglementation qu'on ne peut pas vérifier? C'est un énorme trou pour la raquette et c'est un risque majeur pour le consommateur. C'est-à-dire que même avec un étiquetage, si on n'a pas la capacité de vérifier correctement la traçabilité écrite, mais aussi par des tests à l'intérieur des produits, on n'aura pas du coup la possibilité de vérifier, de contrôler les produits, et du coup on sera face en fait à une opacité totale et il faut faire une confiance aveugle du coup aux personnes qui mettent sur le marché. On a bien vu ces dernières années que malheureusement, on ne peut pas faire cette confiance aveugle. Il faut des contrôles inopinés, il faut des contrôles sur papier, il faut pouvoir vérifier. Et c'est d'autant plus important que comment va-t-on faire, ça me permet de tirer le fil jusque là, comment va-t-on faire avec des nouveaux marchés de libre-échange comme celui du Mercosur qui vont être signés, si des nouveaux OGM autorisés là-bas mais pas autorisés en Europe circulent, comment on les contrôle, comment on les vérifie, comment on les teste. Bref, l'ouverture, la dérégulation totale de ces OGM est un véritable problème, tant sur le contrôle, tant sur l'information du consommateur. Je resterai là sur ces deux points et on suivra de près à Foodwatch et on sera présent auprès des consommateurs pour continuer à les informer sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Camille. Du coup, voilà, on a fait le tour de ce décryptage. On va passer aux questions. Donc, il y en a déjà quelques-unes. Alors, j'en ai une première. Je pense que ça va être pour Daniel ou Guy. L'argument des semenciers et des syndicats type FNSEA est de dire qu'il faut trouver une solution pour adapter les plantes au changement climatique, sécheresse ou autre, et pour les plantes moins consommatrices d'engrais. Que pensez-vous de ces arguments? Je laisse la parole du coup, Daniel. Oui, ben, c'est pas complètement faux qu'effectivement, il faut adapter nos plantes au changement climatique, que ça soit la sécheresse, parfois les excès d'eau. Mais ce qui est toujours délicat, là, moi je parle en tant qu'agriculteur, c'est qu'on ne sait jamais, au moment de l'heure du semis, l'année qu'on va avoir. 2024 a été une année extrêmement pluvieuse. 2023 ou 2022 plutôt sèche avec des fortes périodes de température. Donc, il est extrêmement compliqué de faire à la fois une variété qui soit tolérante aux excès d'eau et à la sécheresse. Et moi, j'ai commencé mon métier, donc je suis ingénieur agronome, j'ai commencé mon métier en sélection et j'ai travaillé sur la résistance à la sécheresse des plantes. Et je peux vous dire qu'il est possible de travailler avec des techniques traditionnelles pour adapter les plantes à la sécheresse. Ce que peut permettre les NTG, c'est lors des processus de sélection de gagner 2 ou 3 ans. Et encore, c'est pas forcément garanti. Mais c'est sur le papier ce qui est indiqué. C'est de permettre d'aller un peu plus vite. Mais ça va pas changer fondamentalement les choses. C'est-à-dire que
lorsque vous avez une véritable sécheresse, les plantes ont besoin d'eau pour pousser. Vous pouvez effectivement améliorer l'adaptation de la plante à la sécheresse, mais si vous n'avez pas une goutte d'eau, ça ne pousse plus. On le voit par exemple dans les Pyrénées-Orientales, il y a des agriculteurs qui sont confrontés effectivement à des déficits hydriques, mais catastrophiques. Donc certaines cultures doivent être abandonnées et pour passer à d'autres cultures, voire au final ne plus pouvoir cultiver. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'avec cette technologie-là, on va pouvoir s'affranchir du changement climatique. Ce n'est pas vrai, quoi. Et on peut le faire avec des techniques traditionnelles. Merci beaucoup. J'espère que ça a bien répondu à votre question. N'hésitez pas à en remettre sur le chat. Du coup, une autre question donc, pour un rappel donc, des risques sanitaires et environnement des OGM. Je propose à Charlotte rapidement, comme on est déjà un petit peu en retard. Oui, merci pour cette question. Avant d'exposer quelques risques, je voudrais rappeler que plusieurs agences scientifiques nationales ont travaillé sur ces questions et ont publié des rapports assez complets sur les risques potentiels liés aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques et notamment l'ANSES a publié un rapport en mars 2024 qui revient dans le détail sur l'ensemble de ces risques. Je vais en citer quelques-uns. Pour les risques environnementaux, on a des menaces pour les équilibres des écosystèmes, notamment parce que ces plantes qui sont génétiquement modifiées, elles pourraient en fait modifier les interactions avec les animaux en présence de ces plantes et notamment les insectes. On peut avoir des développements de résistance. Donc, par exemple, une plante qui serait génétiquement modifiée pour résister à un stress biotique pourrait par ailleurs être plus persistante et plus invasive. Et donc, ça pose des problèmes en termes d'équilibre des écosystèmes et de biodiversité. Ensuite, on a des risques qui vont être très concrètement liés au trait des plantes. Donc, par exemple, risque indirect pour des variétés qui sont tolérantes aux herbicides. Le risque indirect concret, c'est l'augmentation de l'utilisation de l'herbicide en question. Et puis, on a aussi des plantes qui produisent des molécules insecticides, donc qui sont destinées à tuer des insectes. Donc, pareil, là, on peut aussi se poser la question d'effets potentiels sur, par exemple, des organismes hors cible. On a également un point important à prendre en compte qui est absolument pas pris en compte dans la démarche actuelle, c'est aussi la question des risques écosystémiques. Donc, de prendre du recul en fait sur l'ensemble de ces plantes qui vont être autorisées à grande échelle et de se dire que ça va pas avoir uniquement des impacts environnementaux au niveau de la plante elle-même, mais aussi au niveau des écosystèmes, puisqu'on vient les bouleverser de manière assez significative au fur et à mesure que ces plantes seront largement utilisées. Et là, encore une fois, nous, ce sur quoi ce qu'on rappelle, c'est qu'en fait, si on prend les critères de la Commission européenne, plus de 94% des plantes issues des nouvelles techniques génomiques appartiendront à la catégorie 1 et donc seront exemptées d'évaluation des risques. Or, il existe des risques potentiels et c'est un non-respect total du principe de précaution que d'autoriser ces plantes sans évaluation des risques au préalable, notamment aussi parce qu'en fait, on a encore peu de recul sur ces techniques. C'est bon. Une autre question, donc peut-être pour Guy. Des exemples de procès menés par des semenciers, notamment dans le cadre des OGM ancienne génération, et à quel point voilà, ces nouveaux OGM sont-ils déjà utilisés? Je ne sais pas si Guy, vous souhaitez répondre à cette question. Oui, alors pour l'instant, théoriquement, ces nouveaux OGM ne sont pas autorisés en France ni en Europe. Donc, théoriquement, il n'y en a aucun qui soit cultivé. Alors, on a eu des problèmes avec les brevets, que ce soit alors pour les agriculteurs, c'était surtout en Amérique du Nord, hein, c'est assez connu, au point qu'aujourd'hui, pour certaines espèces, comme le colza par exemple, les agriculteurs achètent systématiquement des semences transgéniques pour ne pas être poursuivis en contrefaçon, parce que comme l'a expliqué Daniel, le colza, il y a du pollen partout et c'est extrêmement difficile de s'en protéger. Et même s'ils ne veulent pas cultiver du colza transgénique,
ils ont quand même la facture d'achat des semences transgéniques pour se couvrir s'ils sont poursuivis en contrefaçon. Il faut savoir que dans ces pays, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, l'industrie envoie des polices privées dans les champs des agriculteurs pour tester si il y a du Roundup Ready, du BT, enfin, toutes ces OGM transgéniques dans ces champs. Mais en fait, ce qui va se passer, si ces nouveaux OGM sont autorisés en Europe sans traçabilité, sans accès aux procédés de détection et d'identification, il va se passer exactement la même chose. Et il faut savoir que tous les semenciers qui revendiquent un brevet, ça coûte cher de revendiquer un brevet. Ensuite, il faut le défendre. Bon, il faut avoir des moyens. Ils détiennent, eux, ces procédés de détection et d'identification de leur invention brevetée. L'invention brevetée, ce n'est pas la plante entière. C'est ou un gène ou une information génétique qui peut être dans beaucoup de plantes. Alors, ils détiennent ces procédés. Donc, ces procédés, ils existent, mais ils sont protégés par le secret industriel. Donc, ils ne sont pas du tout obligés de les publier et ils prétendent qu'ils n'existent pas. S'ils ne détenaient pas ces procédés, ils ne revendiqueraient pas de brevet, ça coûte beaucoup trop cher. Et s'ils ne peuvent pas défendre leur brevet, ils ne vont pas faire la dépense de les mettre en place. On a, j'en citerai qu'un seul exemple en Europe avec, alors c'est même pas un OGM, c'est l'aventure qui est arrivée à un semencier français, c'est connu, qui s'appelle Gauthier Semence, à Avignon. C'est un petit semencier, il a 50 ou 60 salariés, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, qui avait sélectionné avec l'INRA, donc avec la recherche française, des salades résistantes à des insectes, à des pucerons, en faisant des croisements avec des salades sauvages trouvées en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et puis, un semencier néerlandais, Rijswijn, pour ne pas le citer, a quelques années plus tard revendiqué un brevet en disant qu'il a utilisé une technique brevetable pour séparer le gène de résistance à l'insecte d'un gène de nanisme qui est dans ces salades sauvages qui étaient des salades naines. Et bon, ce brevet a été accordé. Gauthier a fait opposition en disant « mais moi, je vendais mes salades bien avant que le brevet soit accordé ». Mais Gauthier, c'est un petit semencier, Rijswijn, c'est un gros semencier. Et Gauthier vendait ses semences de salade en France, en Espagne, en Italie. Et Rijswijn a menacé les clients de Gauthier de les poursuivre en contrefaçon. Aucun d'entre eux n'a voulu se lancer dans des procédures juridiques qui sont très longues, et Gauthier n'a pu plus vendre ses semences de salade. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas voir ce qui est écrit dans le texte de loi, mais il faut voir comment il s'applique. Ce qu'on appelle le terrorisme judiciaire, c'est le plus fort qui gagne. Ce n'est pas celui qui a raison au niveau juridique. Mais ça va se généraliser si ces nouvelles techniques sont autorisées sans les procédés de détection et d'identification. On va me dire, mais le cas Gauthier ne peut plus se présenter. Oui, ce n'était pas un OGM, c'était une technique traditionnelle et donc l'Office européen des brevets a adapté sa réglementation, mais uniquement pour dire que les produits, donc les salades issues d'une technique traditionnelle non brevetables, ne sont pas brevetables. Bon, ok, mais ça ne s'appliquera pas pour les nouveaux OGM, puisque là, les techniques, les procédés sont tous, sans contestation possible, brevetables, parce que justement, ils ne sont pas traditionnels. Ce qui n'est pas brevetable, c'est le croisement et la sélection. Mais là, ils vont travailler sur des cellules de plantes au laboratoire, les manipuler, et c'est ça qui justifie le brevet. Donc, on n'a pas d'exemple encore aujourd'hui, ce n'est pas la peine de nous les demander, ce n'est pas commercialisé. En Europe, on a des exemples aux États-Unis avec les plantes transgéniques, et c'est la même chose qui se passera chez nous si cette réglementation est adoptée.
Merci Guy. Une question du coup sur l'accord définitif donc, qui pourrait être trouvé demain. Donc oui, c'était aussi l'enjeu de proposer ce décryptage parce que la présidence danoise voilà, semble déterminée à trouver un accord avant la fin de son mandat. Je ne sais pas si quelqu'un, voilà, Camille, Charlotte, souhaite compléter. Oui, juste quelques précisions. Donc, effectivement, demain, il y a encore des incertitudes qui planent sur la question, mais un accord pourrait tout à fait être trouvé entre les trois instances. Et dans ce cas-là, si un accord est trouvé, le texte devra être voté de nouveau en plénière au Parlement européen. Et donc, et s'il est, et ensuite pour ensuite pouvoir être adopté de manière définitive. Si il n'y a pas d'accord qui est trouvé demain, les négociations en trilogue se poursuivent et pour l'instant, on n'a pas encore une visibilité sur le calendrier. Il sera, je pense, communiqué par la suite dans les prochains jours. Alors, on va revenir aussi, donc il y a une question, donc Hélène, je ne sais pas si on avait répondu à vos précédentes, sur les risques donc d'une hausse des coûts des semences pour les agriculteurs, d'expliquer pourquoi et dans quelle mesure, et si cela a été évalué. Je ne sais pas voilà, qui veut prendre la parole sur ces risques. Oui, je peux répondre rapidement là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. On l'a vécu avec les plantes transgéniques. Alors, les plantes transgéniques, nous, on n'a pas eu beaucoup, puisqu'il y a eu le moratoire, il y a eu la 2018 qui avait formé les consommateurs n'en veulent pas, donc il n'y en a quasiment pas eu chez nous. Par contre, il y en a eu de manière massive en Amérique du Nord, et là, la réponse est immédiate. Le prix des semences a été augmenté très rapidement, mais par 3, 4, 5 fois plus cher, parce que quelques entreprises, à l'époque la plus connue, c'était Monsanto, qui a été racheté par Bayer, détenaient un monopole sur ces semences. Et même les concurrents de Monsanto, il faut savoir que par exemple, Vilmorin-Limagrin, qui est une entreprise française, avait de très bonnes sélections de maïs et un gros marché aux États-Unis. Mais à partir du moment où il y a eu des brevets pour résister aux herbicides ou tuer les insectes, Limagrin n'a plus pu vendre de semences sans intégrer l'OGM de résistance aux insectes ou de tolérance aux herbicides. Et à partir de là, il était obligé de payer la moitié de ses bénéfices en droit de licence à Monsanto. Automatiquement, il a dû augmenter le prix de ses semences. C'est mathématique, et là, je veux dire, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui le prouve largement. C'est pas nécessaire de faire beaucoup de démonstrations. Merci. Une dernière question, je pense. Après, voilà, n'hésitez pas si vous voulez un complément de réponse par rapport à cette précédente, mais comme là, on arrive sur la fin, donc sur les tests d'identification, une petite question, voilà, ce qui a été évoqué, sont-ils techniquement possibles à mettre en œuvre? Charlotte, peut-être? Je pense que ce serait plutôt Guy qui a déjà commencé à répondre à cette question, mais si Guy, tu veux éventuellement compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je peux compléter, moi je suis agriculteur, hein, je ne suis pas scientifique, mais bon, il se trouve que les tests de détection et d'identification des plantes transgéniques, texte réglementaire, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui dit moi je teste et puis c'est comme ça, il faut que ce soit validé réglementairement. Ils ont été mis au point par un programme de recherche qui a duré 2 ans et qui a été dirigé par un scientifique français, Isberto. Et Isberto, qui a quand même certaines compétences sur cette question-là, dit il n'y a aucun problème avec les nouvelles plantes transgéniques. Certes, on ne va pas chercher le transgène, mais toutes ces techniques, parce qu'elles se passent au laboratoire sur des cultures de cellules in vitro, parce qu'elles utilisent beaucoup
d'autres expédients, souvent des transgénèses préalables à la modification, par exemple, par CRISPR-Cas9, laissent énormément de traces génétiques dans le génome des plantes. Alors, ce n'est pas uniquement le gène revendiqué qu'on va chercher, puisque celui-là, ils prennent la précaution de le décrire comme étant semblable, hein, et pas identique à un gène naturel ou issu de sélection traditionnelle. Mais c'est quand on regarde l'ensemble du génome qu'on va voir, j'utilise les termes d'Hiberto, des signatures incontestables de l'utilisation de ces techniques. Et d'ailleurs, au niveau de l'agriculture biologique, il y a eu un premier programme de recherche là-dessus. Peut-être, Daniel, tu me diras, je ne sais plus sur quelle espèce c'était, mais ils ont montré que c'est absolument identifiable. Donc, c'est un mensonge quand on dit qu'on ne peut pas les détecter et les identifier. On ne peut pas les détecter et les identifier avec les procédures réglementaires mises en place pour la transgénèse. Ça, c'est clair. Il faut mettre en place de nouvelles procédures réglementaires. Merci Guy. Et puis peut-être pour compléter, il y a des programmes aussi européens de recherche qui travaillent actuellement sur ces questions. Et l'un d'entre eux, il me semble que c'est Darwin, a notamment récemment publié une étude concernant la possibilité pour ces méthodes de détection et d'identification. Il me semble que ça concernait une espèce, un riz OGM. Mais du coup, ça vient encore une fois de plus confirmer que ces méthodes et ces techniques sont possibles et que c'est aussi une question de mettre les moyens dans la recherche pour les développer. Normalement, je pense qu'on a balayé toutes les questions. Je refais un petit chat. Voilà. N'hésitez pas, je pense que c'est bon pour tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci aux intervenants d'y avoir participé et j'espère que ça vous a apporté un éclairage la veille des reprises pour demain. Et n'hésitez pas si vous avez des besoins de documents, de sources, des questions, à nous contacter par mail. Et bien évidemment, nous répondrons et on vous tiendra au courant par rapport à ce qui se passera demain. Hop, Tito. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.